It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Pour trouver le meilleur or du Brésil, Parker va parcourir près de 2500 kilomètres, là où près d'1 milliard de dollars d'or sont extraits chaque année. Je suis toujours curieux de connaître les différentes méthodes d'extraction utilisées partout où nous allons, dans chaque pays où nous allons. Parker Schnabel a laissé le Klondike derrière lui, se jetant tête baissée dans les dangereux champs aurifères du Brésil, où chaque pas était une bataille. L'Amazonie promettait des richesses, mais elle s'accompagnait d'obstacles juridiques, d'écosystèmes fragiles et de traditions ancestrales qui se heurtaient à ces méthodes modernes. Mais sa véritable épreuve résidait dans sa capacité à gagner la confiance des mineurs locaux qui le considéraient comme un étranger. Suivez Parker dans une lutte acharnée pour l'or et la survie dans un pays qui n'épargne personne. Les défis de l'exploitation minière au Brésil. Le Brésil attire les chercheurs d'or en raison de ses réserves d'or intactes. La région amazonienne en particulier est un foyer pour les chercheurs d'or. Mais il y a plus à dire. Ce n'est pas une situation de liberté totale. Des règles strictes protègent les terres et les territoires autochtones. De plus, les préoccupations environnementales font que le processus ne se résume pas à creuser et à espérer que tout se passe bien. La décision de Parker de se lancer dans cette aventure ne se limitait pas à trouver de l'or. Il s'agissait de comprendre comment travailler dans un endroit où chaque geste est scruté et remis en question. Ce que Parker a découvert en Amazonie allait tout changer. Pour Parker, il ne s'agissait pas seulement de décrocher un gros lot. Il s'agissait de tester ses compétences dans un environnement totalement nouveau. Il avait déjà fait ses preuves au Klondike, mais le Brésil s'accompagnait de règles, de pratiques et d'enjeux différents. Il ne cherchait pas seulement à creuser. Il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient là-bas, des techniques aux lois. L'idée était d'apprendre des mineurs locaux et de voir s'il y avait un moyen de fusionner leurs méthodes traditionnelles avec ces méthodes plus avancées. Les promesses étaient énormes, mais les risques l'étaient tout autant. L'une des premières difficultés auxquelles Parker s'est heurté a été le labyrinthe juridique. L'exploitation minière au Brésil n'est pas simple. Les permis sont indispensables et personne ne peut se contenter de délimiter un terrain sans s'assurer que tout est en règle. Il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative. Il s'agit d'un processus complexe qui peut bloquer les opérations avant même qu'elles ne commencent. Et puis, il y avait les règles environnementales. L'écosystème amazonien est fragile et le gouvernement surveille de près les effets de l'exploitation minière sur la forêt et ses habitants. Chaque geste de Parker devait être planifié, non seulement pour faire du profit, mais aussi pour rester dans le droit chemin. Même si les obstacles juridiques et environnementaux ne suffisaient pas, Parker a dû faire face à la situation locale. Les mineurs brésiliens, aux garimpeiros, exploitent ces terres depuis des générations, en utilisant des méthodes qui peuvent ne pas être familières aux étrangers. L'approche habituelle de Parker ne suffirait pas sans une compréhension de la culture locale et l'instauration d'une relation de confiance avec les personnes déjà sur place. De plus, la dynamique socio-économique de la région l'obligeait à réfléchir à l'impact de ses opérations sur les communautés locales. Il ne s'agissait pas seulement d'extraire de l'or du sol. Il s'agissait de s'intégrer dans un système établi sans faire de vagues. Durant son séjour là-bas, Parker a pu observer des techniques très éloignées de celles auxquelles il était habitué. Il a par exemple vu des mineurs utiliser des plaques de cuivre recouvertes de mercure pour extraire l'or. C'est une méthode à l'ancienne, encore largement utilisée, mais elle comporte des risques pour l'environnement et pour les mineurs eux-mêmes. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre un nouveau truc. Il s'agissait de peser le pour et le contre d'une pratique profondément ancrée dans les traditions locales. Mais Parker ne s'est pas contenté de rester assis à observer. Il s'est lancé dans des négociations et a cherché des moyens de s'associer avec les mineurs locaux. Il voulait voir si la combinaison de ces techniques modernes avec leur savoir-faire pouvait conduire à de meilleurs résultats. Ce n'était pas seulement une question d'efficacité. Il s'agissait de respect et de collaboration, prouvant qu'il n'était pas un simple outsider cherchant à gagner de l'argent rapidement. À un moment donné, il a même repris une exploitation minière en faillite. Les chiffres étaient énormes. Des centaines de millions de dollars de potentiel. Mais les défis étaient tout aussi grands. Parker a dû réagir rapidement, adopter de nouvelles stratégies et de nouveaux équipements pour tenter de renverser la situation. C'était un match à gros enjeux,
Et même si le résultat aurait pu être énorme, il était clair que rien n'était garanti. À la fin de son aventure brésilienne, Parker est reparti avec plus que de l'expérience. Il a pu ainsi se faire une idée précise des défis que pose l'exploitation minière dans un endroit comme celui-ci. Il ne s'agissait pas seulement d'extraire de l'or, il s'agissait d'apprendre à naviguer dans un monde totalement différent. Le mélange de problèmes juridiques, de préoccupations environnementales et de dynamique locale a fait de chaque décision un exercice d'équilibre. Bien sûr, il y a eu des victoires, mais il y a aussi eu des moments qui ont souligné à quel point il est difficile d'opérer de manière éthique et avec succès dans un pays étranger. Les défis allaient au-delà des simples opérations. Le réseau complexe de lois minières du Brésil a obligé Parker à rester adaptable et proactif. Chaque obstacle est devenu une leçon de patience et de résolution de problèmes, du déchiffrage des droits fonciers à la gestion de la conformité environnementale. Équilibrer les attentes locales tout en restant fidèle à sa propre éthique de travail n'a pas été une mince affaire. Il a rapidement compris que pour réussir au Brésil, il fallait être à la fois mineur et diplomate, et savoir naviguer avec précaution entre les nuances culturelles et les obstacles bureaucratiques. Tout au long de son voyage, Parker a pu constater de visu les efforts déployés par les mineurs locaux malgré des ressources limitées. Il a observé des installations à petite échelle où le travail acharné et l'improvisation dominaient de la journée. Ces opérations, bien que primitives en comparaison, avaient leur propre type d'efficacité et de sagesse, acquises au fil de décennies d'essais et d'erreurs. Le respect de Parker pour ses mineurs a grandi, tout comme sa compréhension de la situation dans son ensemble. L'exploitation de l'or au Brésil ne se résumait pas seulement au métal. L'industrie minière était étroitement liée à la subsistance, à la survie et à la tradition. En essayant de moderniser une mine en difficulté, Parker a apporté de nouveaux équipements et de nouvelles idées. Pourtant, même ces changements ont entraîné leur lot de revers. L'équilibre délicat entre coût et rendement s'est avéré difficile à maintenir. Certains jours, on avait l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière, avec des défis inattendus surgissant à chaque tournant. Des pannes d'équipement aux perturbations météorologiques. Rien n'était simple. Mais la détermination de Parker n'a jamais faibli et il a continué à avancer, tirant autant d'enseignements de ses échecs que de ses succès. Après les premiers obstacles, Parker a eu l'occasion de poursuivre ses efforts, mais les risques étaient considérables. Une découverte qui a bouleversé l'industrie aurifère. Cependant, une découverte d'une telle ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé. Et pour cause. La protection du site contre le vol ou le sabotage nécessitera des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement, et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Mais il existe une volonté de trouver un équilibre entre profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte est une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. C'est la preuve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cela pourrait inciter d'autres mineurs à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies, à plus grande échelle. Cette découverte a des implications pour le marché mondial de l'or. Même si une seule mine ne devrait pas avoir d'impact majeur sur le prix de l'or, l'engouement suscité par une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas uniquement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer d'un adolescent à la tête d'une petite mine familiale à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue.
Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, le big data et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la façon dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. Les défis et les opportunités qui se présentent à l'avenir sont immenses. Le monde suivra de près le déroulement de la prochaine phase de ce projet. De l'extraction de l'or à la gestion de son impact. Chaque décision sera scrutée. Mais si l'on se fie à l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles à découvrir. Et pour ceux qui sont prêts à travailler dur, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui viendront après lui à creuser plus profondément, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais il ne s'agit pas seulement d'une victoire personnelle, mais d'une histoire mondiale. Une histoire qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté absolue de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or. C'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté sert à rappeler que la nature recèle encore des choses sous sa surface, attendant ceux qui sont assez courageux pour les rechercher. La découverte de Parker a prouvé qu'il existe des richesses inexploitées, mais qu'elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse de plus en plus profondément dans cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il va encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. À mesure que la nouvelle de ces grandes découvertes se répand, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux suscitent encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de la ruée vers l'or ont réussi. L'histoire des plus grandes découvertes d'or de la série, Gold Rush, ne se résume pas seulement à la richesse, mais aussi au courage, au risque et aux transformations époustouflantes. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun inscrivant son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de Parker Schnabel, la série a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Regardons de plus près comment ces mineurs ont transformé la Terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont donné le coup d'envoi de la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée à quel point le jeu de l'extraction d'or pouvait être épuisant. Ces débutants ont dû lutter contre des pannes d'équipement constantes et une météo imprévisible. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à 14 onces, un chiffre bien inférieur aux richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à abandonner. Au cours de la deuxième saison, ils se sont installés dans le légendaire ruisseau Quartz, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Mais leur plus grand moment est arrivé lors de la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces d'or. Cette récolte, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu dans le monde entier comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la saison 5, son équipe s'était déjà imposée comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces. Mais ce n'est qu'à la saison 8 qu'ils ont vraiment pris leur envol, en récupérant plus de 300 onces. Saison après saison, Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces dans la saison. 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats
ne se contente pas de survivre. Il prospère. Et puis, il y a Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux de la rampe. La décision de Rick de se lancer seul dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que chef de mine, son équipe a récolté plus de 1,0 once d'or. Bien que la saison suivante se soit avérée plus difficile, avec seulement 500 onces récupérées. Rick a rebondi. À la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, remportant un peu plus d'1,0 once. Le parcours de Rick, The Simple Acolyte à Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire, connus pour leur méthode d'exploitation minière sauvage et à haut risque. Ces deux hommes se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison a donné 80 onces, mais ce n'était que le début. Leur réputation a grandi à mesure qu'ils se sont lancés dans des fouilles de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que les plus grandes récompenses reviennent parfois à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, Louis, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission, Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Sa mission, ressusciter des sites miniers abandonnés à travers les États-Unis. En Arizona, son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Lors de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre avait grimpé à plus de 200 onces. Et dans le Colorado, au cours de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces. Son talent pour faire revivre des mines oubliées a non seulement permis de redonner vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation aurifère peut être développée, exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission. Ces investissements et ces risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable s'est produit lorsqu'il a transporté et remis en état une drague massive, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague a été au cœur de l'une de ses saisons les plus productives, avec plus de 3,0 onces de pêche. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipage a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les frères Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême en s'aventurant dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leur segment l'un des plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leur concentration sur des méthodes à haut risque et à forte récompense a donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les téléspectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière offre un contraste fascinant avec les méthodes surpuissantes des autres. Sa stratégie consistant à cibler des sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, tels que la composition du sol et les données historiques. Le travail de Dave produit souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont dû faire face à des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière. Mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès ne se donne pas. Il s'acquiert par le travail acharné et la volonté de prendre des risques.
Les grandes découvertes apportent non seulement le succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Conflits s'enflammer dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été pour le moins dramatique. La carrière minière a été marquée par des disputes enflammées et des affrontements houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui un personnage remarquable, mais elles ont également mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la fameuse querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas étranger au drame, mais quand leurs chemins se sont croisés, les choses ont pris une tournure explosive. Au début, leur relation semblait solide. Tony s'est comporté comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué le terrain minier, des fissures ont commencé à se former. Les taux de redevance élevés de Tony ont été un point de friction, et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'accuse d'avoir violé les termes du contrat et met fin à l'opération. Ce n'était que le début. Dans la saison 8, ils étaient à nouveau en guerre. Des débris avaient été jetés sur les terres de Tony sans autorisation. Et Tony n'avait pas l'intention de laisser passer cette situation. Des accusations de cupidité furent lancées, et Tony redoubla d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces échanges ne firent que renforcer leur rivalité. La soif d'indépendance n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. La saison 12 a vu la patience mise à l'épreuve une fois de plus, face à un excès de saleté. Une faille dans l'accord a été trouvée et de la saleté a été déversée sur les terres de Tony. La colère de Tony était palpable, mais il ne pouvait pas reculer. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée. Mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord. Cette saga a marqué un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Puis il y a eu les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration, et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a été marquée par un conflit majeur lorsqu'un pont de Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un inconvénient. Cela leur coupait l'accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a fait face à la situation, laissant entendre qu'il ressentait un manque de communication. La situation a rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandi un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans ce secteur. Cette confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de l'émission. Mais les défis ne se limitaient pas aux rivaux, même au sein de l'équipe. Les conflits ont fait surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipage, mais à la saison 12, il en avait assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui entraînait de fréquentes disputes. La tension a atteint son point de rupture et Brennan a décidé de partir. Son départ a montré à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, bien que essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, qu'elles soient contre des mineurs chevronnés comme Tony Beats ou contre des membres de son équipe, dressant le portrait d'un jeune homme qui évolue dans l'une des industries les plus difficiles qui soient. Le chemin ne consiste pas seulement à trouver de l'or, mais aussi à faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée. Chaque mouvement a des conséquences et chaque rival attend une occasion de bondir. Ces affrontements ont façonné non seulement une carrière, mais aussi une réputation comme l'une des figures les plus déterminées et les plus polarisantes de Gold Rush. Ce qui est sûr, c'est que la confrontation n'est pas un problème. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de s'opposer aux Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe, il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ses convictions est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route. Qu'on l'aime ou non, il s'agit d'une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette volonté pour rester au sommet, alors que les enjeux continuent de croître. Une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. Exhumer un héritage perdu. Le premier indice était petit mais intriguant. Parmi les broussailles enchevêtrées et les rochers déchiquetés,
se trouvait un godet de dragage rouillé et un fragment d'ancien équipement minier. Il ne s'agissait pas de simples débris de métal, mais de vestiges de mineurs venus ici des décennies auparavant, à la poursuite du même rêve. À l'époque, l'exploitation minière se faisait par la force brute et avec des outils de base. Les premiers mineurs ne disposaient pas de la technologie dont nous disposons aujourd'hui, ce qui signifie qu'ils ont peut-être laissé de l'or derrière eux sans même s'en rendre compte. Mais le détecteur a détecté quelque chose d'enfoui profondément, quelque chose d'anormal. Parker sentit que cet endroit était spécial, mais la Terre n'allait pas livrer ses secrets aussi facilement. Le premier test de sol fut un fiasco total. Pas une seule goutte d'or n'apparut. La frustration s'installa, mais abandonner n'était pas une option. Lui et son équipe ont fouillé dans l'histoire de la mine, en rassemblant les récits de ceux qui avaient travaillé sur la Terre avant eux. De vieux documents suggéraient que les mineurs avaient trouvé de l'or ici, mais qu'ils étaient partis précipitamment. Peut-être que la Terre semblait épuisée, ou peut-être que les conditions difficiles les avaient chassés. L'équipe comprenait Mitch, un homme pratique qui sait résoudre les problèmes, et Aura, la fille du propriétaire de la concession. La connaissance de la région d'Aura était inestimable. Elle a partagé des histoires de découvertes passées et a souligné des détails que d'autres auraient pu manquer. Son expertise a ajouté un plus à leurs efforts. Il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or, mais aussi de comprendre le territoire et ses particularités. Un jour, Aura a mentionné quelque chose de curieux, un bouleau solitaire poussant au sommet d'un étrange monticule de terre. Elle a expliqué que ces arbres poussaient souvent dans des zones où des résidus riches en or avaient été déversés il y a longtemps. Leurs racines pouvaient creuser profondément dans le sol, en faisant remonter du gravier et peut-être des traces d'or. L'équipe s'est mise au travail. Ils creusèrent le monticule, tamissant la terre avec un soin délibéré. Et puis, c'est arrivé. De minuscules lueurs d'or apparurent dans la bâtée. Ce n'étaient pas des pépites énormes, mais elles ont suffi à faire renaître l'espoir. Cette découverte, aussi petite soit-elle, a revigoré l'équipe. Elle a prouvé qu'il y avait encore du potentiel, enfoui sous des décennies de saleté et de doute. Avec une énergie renouvelée, ils ont élaboré une stratégie pour leurs prochaines actions. L'objectif? Découvrir autant de trésors que possible sur le terrain en utilisant des outils modernes et leurs connaissances combinées. Mitch et Aura ont travaillé en parfaite harmonie avec Parker, formant un trio dynamique, chacun apportant quelque chose d'inestimable à la table. Pendant ce temps, à Big Red, la principale mine exploitée par Parker au Yukon, l'équipe tenait le fort. Leur travail acharné a été récompensé par une récolte de plus de 2,0 onces d'or. Ce succès a renforcé la détermination de Parker à faire en sorte que la mine abandonnée en vaille la peine. Les conditions difficiles de l'Alaska n'allaient pas l'arrêter. Les défis ne cessaient de s'accumuler. Pour l'exploitation minière de roches dures, on dépense normalement beaucoup d'argent pour forer et dynamiter la roche. La météo était imprévisible. Le sol riche en argile était un cauchemar à travailler et le matériel tombait en panne au pire moment. Mais l'équipe était solide. Chaque problème n'était qu'un autre casse-tête à résoudre. La connaissance qu'Aura avait de l'histoire du territoire les a guidés vers des zones négligées par les mineurs du passé. Les changements géologiques et les mouvements des rivières ont peut-être redistribué l'or au fil des ans, a-t-elle expliqué. Et ces endroits méritaient d'être explorés. En creusant plus profondément, ils ont découvert d'autres vestiges du passé. Des outils rouillés, des arbres oubliés et des machines laissées à l'abandon. Chaque pièce racontait une histoire d'ambition et de lutte. Le lien avec ceux qui les avaient précédés a renforcé leur détermination. Ces mineurs avaient tout risqué pour réaliser leurs rêves, tout comme l'équipe de Parker le faisait maintenant. La persévérance commença à porter ses fruits. Les analyses du sol ont commencé à montrer des concentrations d'or plus élevées. Ce n'était pas facile, et chaque succès s'accompagnait de son lot de défis. Les machines tombaient en panne. Les longues heures de travail se sont transformées en journées interminables, et la nature sauvage de l'Alaska a mis leur détermination à l'épreuve à chaque instant. Mais l'équipe a été implacable. Pour eux, chaque échec était une nouvelle occasion de prouver leur valeur. À la fin de leur première saison sur le site, ils avaient découvert suffisamment d'or pour que l'effort en vaille la peine. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'un héritage. De se tenir sur les épaules de géants et de perpétuer une tradition de courage et de détermination. Chaque once d'or extraite du sol témoignait de cet esprit d'équipe.
Alors que l'équipe faisait ses bagages pour la saison, elle ne pouvait s'empêcher de regarder en arrière pour constater le chemin parcouru. La mine abandonnée n'était plus seulement une relique du passé. C'était un lieu de nouveau départ, un terrain d'essai pour les mineurs modernes ayant le cœur et la vision de voir au-delà de la surface. Il y avait encore beaucoup à découvrir, et ils avaient hâte de retourner au travail. La deuxième saison a commencé avec encore plus de défis. Les pluies du début du printemps ont transformé le terrain en un véritable marécage, ralentissant leur progression et rendant chaque tâche plus difficile. Le temps en Alaska a toujours été imprévisible. Mais cette année, il semblait particulièrement rude. La détermination de l'équipe n'a cependant pas faibli. Ils s'adaptèrent aux conditions et trouvèrent des moyens de poursuivre leurs activités malgré la boue et la crasse. Aura suggéra de se concentrer sur les terrains plus élevés pour éviter le pire des inondations. Sa connaissance approfondie de la géographie de la région s'avéra une fois de plus inestimable. Elle a identifié un plateau qui n'avait pas été touché par les premiers mineurs, en supposant que son altitude aurait pu le protéger d'une exploitation intensive. L'équipe a décidé que cela valait la peine d'enquêter et a transporté son équipement sur la pente raide, une tâche éreintante qui a pris des jours. Quand il y a 15 millions de dollars en jeu, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance à qui que ce soit. Une fois sur place, ils ont mis en place une petite opération pour tester le sol. Les résultats ont été prometteurs. Les premières bâtées ont révélé de fines particules d'or, suffisamment pour justifier une fouille plus poussée. Le plateau est devenu leur nouveau point de mire. Au fil de leurs recherches, ils ont découvert de nouveaux indices sur l'histoire de la région. De vieilles cartes faisaient allusion à un réseau de tunnels souterrains qui avaient été abandonnés avant d'avoir pu être pleinement explorés. Mitch a supposé que ces tunnels pourraient conduire à des veines plus riches, plus profondes sous terre. Les tunnels qui les attendaient contenaient plus que quiconque, et l'équipe était prête à le découvrir. La mine oubliée qui a déclenché une révolution dorée? L'exploration des tunnels était risquée. Beaucoup d'entre eux s'étaient effondrés au fil des ans et ceux qui étaient restés intacts étaient instables. L'équipe a abordé la tâche avec prudence, renforçant les murs au fur et à mesure. Le travail était lent et éprouvant, mais les récompenses potentielles les ont motivés. En s'aventurant plus profondément, ils ont commencé à trouver des signes indiquant que les anciens mineurs étaient sur le point de faire une découverte majeure lorsqu'ils ont abandonné le site. Des outils cassés et du matériel jeté à la hâte suggéraient qu'ils étaient partis précipitamment, peut-être poussés par les conditions difficiles ou par le manque de ressources. Plus ils s'enfonçaient, plus le sol devenait riche. Au milieu de l'été, l'équipe extrayait de l'or à un rythme qui dépassait leurs attentes les plus folles. Le résultat était un témoignage de leur travail acharné et de leur persévérance. Mais le succès n'était pas sans coût. Les longues heures de travail et les conditions de travail exténuantes ont eu des conséquences néfastes sur tout le monde. Les dirigeants ont été mis à l'épreuve pour maintenir le moral et la concentration de l'équipe. Aura a continué de jouer un rôle crucial dans leur réussite. Sa connaissance du terrain et de son histoire a permis à l'équipe de travailler plus efficacement, évitant de gaspiller des efforts pour cibler les zones les plus prometteuses. Ces connaissances se sont révélées particulièrement précieuses lorsque l'équipe a dû relever un nouveau défi. Une section du plateau riche en or, mais également criblée de roches dures. L'exploitation de cette zone nécessitait des équipements et des techniques spécialisées, ce qui ajoutait un niveau de complexité supplémentaire à leur opération. Malgré les obstacles, l'équipe a continué à avancer. Elle a fait appel à des équipements de concassage de roches pour percer les couches dures et accéder à l'or en dessous. Le processus a été lent et a demandé beaucoup de travail, mais il a porté ses fruits. À la fin de la saison, ils avaient extrait suffisamment d'or pour que toutes les difficultés en vaillent de la peine. La mine abandonnée s'est révélée être un véritable trésor, comme ils l'avaient espéré. Le succès de la saison a marqué un tournant pour l'équipe. Ils avaient transformé une relique oubliée du passé en une exploitation prospère. La mine abandonnée n'était plus un symbole d'échec. Elle témoignait de ce qu'on pouvait accomplir avec détermination et travail acharné. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup à découvrir et étaient plus déterminés que jamais à poursuivre leur travail.